Jusqu'à la dernière page. Et je laisse par l'intermédiaire Je crois que ça reflète en fait des problèmes actuels dans l'Union européenne et surtout que l'Europe qui s'est développée tout au long de ces dernières années, où il y a eu des progrès énormes, mais finalement, ça ne reflète pas l'esprit des pères fondateurs de l'Europe, qui était une Europe fédérale basée sur les communautés naturelles, les communautés ethniques. Et quand on voit cette recrudescence d'identité, de respect pour les langues, ça démontre qu'il y a encore beaucoup à faire dans l'Union européenne. Et je crois que c'est vraiment, je suis très heureux qu'à l'occasion de cette foire de livres de Carré, nous pouvons présenter la nouvelle édition de l'Europe au sans drapeau, qui reste un texte clé pour comprendre l'importance d'une Europe basée justement sur les communautés ethniques, sur les communautés naturelles et pas sur les États-nations tout seuls. Et j'ai vécu, moi, dans les pays Balkans, justement, où il y a beaucoup de problèmes ethniques. Le fait que le seul moyen d'assurer un développement stable avec toutes ces communautés, c'est le respect complet, linguistique, culturel, de ces communautés ethniques dans le contexte d'une Europe intégrée. Alors, votre père était Jan Fouéré, dont on commémore cette année le premier anniversaire, entre guillemets, de sa mort. Il avait théorisé cette Europe au sans drapeau en son temps. Est-ce que, justement, avec ces changements au sein des États-nations qui est en train d'apparaître, est-ce que, finalement, l'histoire ne donne pas raison à Jan Fouéré? Oui. Je crois que le livre L'Europe au sans drapeau, quand il a paru, c'était un livre avant son temps. Et finalement maintenant, c'est un livre plein d'actualité parce qu'il démontre le fait que si on veut vraiment une Europe intégrée qui respecte les aspirations des communautés ethniques, c'est par le biais de cette Europe au sans drapeau, cette Europe fédérale. Et beaucoup des livres que mon père avait écrits étaient des livres qui étaient écrits avant leur temps. Et c'était en fait un peu un homme qui était avant son temps. Comme l'autre livre, Ces droits que les autres ont, qu'il avait basé sur la Yougoslavie, avant le démantèlement de la Yougoslavie. Il avait prédit, dans un sens, ce démantèlement, parce que la Yougoslavie, à l'époque où il avait écrit, dans les années 60-70, c'est une Yougoslavie qui déjà démontrait les signes d'un démantèlement, parce qu'il y avait cette recrudescence d'aspiration des populations qui composaient l'ancienne Yougoslavie. Et maintenant, ils sont tous des pays indépendants, la Macédoine, le Monténégro, la Slovénie, la Croatie, etc. Et tous ces pays-là sont soit des membres ou des candidats pour devenir membres de l'Union européenne. Donc, même ce fait-là, je crois, va renforcer encore la nécessité d'un plus grand respect des droits des minorités ethniques dans l'Europe actuelle. Alors vous qui êtes au fait des questions débattues à Bruxelles, au sein de la Commission européenne notamment, est-ce que vous pensez que l'Europe, disons la Commission, a prévu des scénarios au cas où la Catalogne et l'Écosse, par exemple, deviendraient indépendants dans les années à venir? Je ne sais pas si elle a préparé déjà des scénarios, mais je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent que nous devons faire face à ces nouveaux développements et ça renforcerait un peu cette idée de l'Europe au sans drapeau. Donc c'est à eux de décider évidemment, c'est aux Catalans de décider, c'est aux Écossais de décider, mais nous devons faire en sorte pour démontrer que quelle que soit la solution finale d'un référendum ou autre, que leur place se trouve dans l'Europe intégrée.
et qu'ils auront toujours une place en tant que pays, en tant que Catalogne indépendante ou autre. Mais je répète, c'est à eux-mêmes de décider s'ils veulent devenir indépendants ou pas. Et c'est la responsabilité de l'Union européenne d'accepter cette décision et de l'intégrer dans le cadre de l'intégration européenne. Alors vous êtes médiateur pour la SCE dans le cadre du conflit entre la Transnistrie et la Moldavie. Oui. Comment évoluent les choses en ce moment? Lentement, mais bon, considérant que cet conflit dure depuis plus de 20 ans, le progrès que nous avons réalisé au cours de cette année sous la présidence irlandaise de l'OSCE est assez remarquable et je crois que nous avons réussi, nous avons atteint un niveau de dialogue entre les deux côtés qui n'avait jamais été atteint auparavant. Pourquoi? Pour diverses raisons. Il y a eu un changement de leadership en Transnistrie, mais aussi une réalisation qu'ils ne peuvent pas vivre séparés toujours. Et nous avons utilisé notre présidence pour présenter l'expérience de l'Irlande du Nord, où après des décennies de conflits, on a réussi à trouver un cadre de paix qui a été signé en 1998 à Belfast et qui démontre que même des conflits qui paraissent insurmontables, on peut les surmonter. Ces conflits sont créés par des êtres humains, ils peuvent être surmontés par des êtres humains. Et donc, nous n'allons pas résoudre le conflit de Moldavie-Transnistrie, mais je pense quand même que nous avons réussi à développer un niveau de dialogue entre les deux côtés qui n'avait pas été atteint auparavant, et ce sera la présidence future qui commence le 1er janvier, qui est l'Ukraine, à continuer le travail. Alors, vous êtes irlandais, donc de nationalité, breton d'origine, irlandais de nationalité. En ce moment, en Irlande, il y a une polémique sur la question d'un éventuel référendum en 2016. Gerry Adams avait un petit peu lancé le pavé dans la mare. Le Premier ministre irlandais lui a répondu de manière un peu sèche qu'il n'y aurait pas de référendum avant 2016, prenant exemple un petit peu sur ce qui se passait en Écosse. Est-ce que vous pensez que le conflit en Irlande du Nord est résolu, mais est-ce que vous pensez que l'Irlande va enfin un jour être réunifiée? Je crois qu'un des grands attraits positifs de l'accord qui avait été signé en 1998, c'est que cette possibilité reste ouverte. La possibilité d'une Irlande réunifiée, la possibilité de la situation actuelle, tout ça reste ouvert et que ce sera uniquement par la voix du peuple, par consent, comme on dit en anglais, par accord de la population, qu'un changement se ferait. Donc ça, c'est, je crois, un élément de démocratie de base qui est inclus. Donc rien ne peut être imposé. Et ce cadre qui avait été accordé en 1998 démontre vraiment un sens de résolution des conflits qui donne un exemple pour d'autres conflits qui existent dans différentes parties de l'Europe ou du monde et où c'est seulement à travers le dialogue, les discussions, dans le cadre des institutions établies, qu'on peut arriver à décider si telle aspiration dont vous parlez peut être réalisée ou pas. Donc c'est dans ce cadre démocratique que ça se fera.